Marie Montaru-Mangerel, Kevin Préau, Isolde Renaud et Victor Schneider. Et la gagnante de cette catégorie est Nina Roussel. Est-ce qu'elle est là, Nina? Nina a 16 ans, elle vient du lycée La Collinière à Thoiry-sur-Loire. Et la voilà. Elle est en première L et elle a écrit une nouvelle qui s'appelle « Et la pensée demeurera ». Bravo Laura. Oh pardon Nina, excuse-moi, désolée. Donc Nina, elle gagne un week-end à Univers Sciences et une visite de laboratoire de l'INSERM pour sa classe. Ta nouvelle Nina va être lue par Nathalie Legendre, qui est auteure de science-fiction. Et la pensée demeurera. 25 février 2050, il est 8 heures. Comme tous les matins, Erika se lève. Après avoir ouvert les volets et nourri son chartreux, elle se dirige vers la cuisine pour prendre son petit déjeuner. Une fois sa dernière cuillerée de céréales avalée, elle insère son bol dans le lave-vaisselle ainsi que son verre et range la bouteille de jus de pamplemousse dans le réfrigérateur. Erika est tétraplégique. Depuis le 3 septembre 2049, date à laquelle l'État l'a équipée du dernier bijou que la technologie ait offert à l'homme, sa vie est changée. Ce trésor a pour nom XV123. Excusez-moi, juste 2 secondes, une précision à l'auteur, c'est XV ou 15? Parfait. Donc ce trésor a pour nom XV123. Le robot est muni d'une caméra et d'un programme qui, depuis les capteurs discrets fixés sur les tempes d'Erika, reçoit et traite les volontés de celle-ci pour les exécuter. Pour cela, XV123 est muni de multiples bras métalliques de longueur variable. Il contient également tout un attirail de mains et de pinces adaptées à toutes les tâches qu'Erika sera peut-être un jour amenée à imaginer. C'est ainsi que la jeune femme a pu vivre son début de matinée sans que son handicap ne lui impose la moindre restriction. Il était 8 heures. Comme tous les matins, Erika s'est éveillée et alors que la pensée du lever lui traversait l'esprit, XV123 s'est exécuté, la soulevant délicatement sous les bras pour l'asseoir dans son fauteuil. Après avoir pensé à ouvrir les volets et à nourrir son chartreux, et que XV123 ait effectivement ouvert les volets et nourri son chartreux, elle s'est dirigée vers la cuisine pour prendre son petit déjeuner. Elle a pensé à ingurgiter la dernière cuillerée de céréales, ouvert la bouche, et XV123 le lui a déposé sur la langue. XV123 se recharge automatiquement grâce aux rayons du soleil. Et grâce à XV123, Erika est totalement autonome. Grâce à XV123, Erika ne ressent plus de honte. On ne ressent pas de honte face à un robot. Grâce à XV123, Erika se sent libre et n'a pas le sentiment d'être un poids pour ses amis et les gens qui l'aiment. Grâce à XV123, Erika est heureuse. 10 mai de 1987. Le cours de Madame Yoli commence à 9h10. Myris est très en retard, il l'est toujours. Sa mère lui répète sans cesse qu'il est un incapable, qu'il est idiot. C'est la raison pour laquelle il parle très peu. Mais en cours, cela est différent. Il ne s'agit plus de parler, mais d'écrire. Et c'est là que le robot intervient. Celui-ci formule ou reformule automatiquement la pensée de son propriétaire et l'écrit. En classe, les élèves n'écrivent plus. Il leur suffit de penser. Le silence règne et les robots écrivent tandis que les élèves réfléchissent. Ainsi, tous les problèmes d'orthographe, de conjugaison et de grammaire disparaissent. Myris n'est plus freinée par ses troubles d'expression. Myris pense souvent à ce que pourrait être sa vie sans son robot, à ce que pourrait être la vie sans les robots. Aujourd'hui, la société entière est forgée autour des androïdes. Ce sont eux qui procèdent aux opérations chirurgicales, eux qui cuisinent, eux qui nettoient, eux qui réparent et construisent. Ils sont chargés des tâches les plus simples aux plus complexes. Il existe des robots compléments, spécialisés dans tous les domaines, auxquels peuvent se connecter les initiateurs de ces actions.
Un cuisinier peut se connecter à un robot complément spécialisé dans la cuisine et diriger les activités. Car bien sûr, un cerveau est à l'origine de chaque acte. C'est uniquement la pensée de l'homme qui opère. L'automate exécute, mais jamais ne pense. Dans quelques domaines qui soient, le gain de temps et de précision apporté par les androïdes est spectaculaire. Tout en s'approchant du lycée, il observe les passants dans la rue. Les hommes sont confortablement installés sur le fauteuil ergonomique de leur robot. Il se dit que se sentir seul, aujourd'hui, est quasiment impossible. Dès leur naissance, les enfants se voient dotés d'un robot qui restera inchangé jusqu'à leur mort. Une puce est également implantée dans le crâne des nouveau-nés. Celle-ci fait office de capteur et de transmetteur et constitue ainsi le seul lien entre l'humain et le robot. Dès lors, l'être et son complément robotisé grandissent en parallèle, l'automate se déployant au fur et à mesure de la croissance de l'enfant. Myris, lui, aime son robot comme on aime sa peluche. D'ailleurs, il lui a donné le nom de Bobby. En entrant dans sa classe, Myris se fait foudroyer du regard par l'enseignante qui l'accepte malgré tout. Il se dirige alors par la pensée vers sa place. Ce fait accompli, la professeure recommence à parler tandis que son robot écrit au tableau ce qu'elle trouve essentiel. Myris est confortablement installée dans Bobby, qui prend les notes. « 18 juillet 21 268. Aena travaille depuis 5 ans chez Koirut, le fabricant numéro 1 de robots à usage humain. Bien qu'elle n'aime pas particulièrement sa profession, elle s'efforce chaque matin d'aller travailler. Pour espérer gagner suffisamment d'argent afin de nourrir ses 2 enfants, elle doit être présente 9 heures par jour. Souvent, Aena est révoltée face à l'injustice du système. Celui-ci fonctionne de la manière suivante. La classe sociale définit le nombre d'heures de présence à effectuer pour un même salaire. La classe sociale est définie par le montant du salaire. Autrement dit, il est impossible pour qui que ce soit d'espérer la moindre évolution. Pendant des décennies et qui sait, peut-être jusqu'à la fin des temps, les descendants d'Aena gagneront en 9 heures ce que les travailleurs de la haute classe percevront en 4h30 et la basse classe en 13h30. Évidemment, ces horaires ne sont pas choisis par hasard. Si la basse classe a besoin de rester 3 fois plus de temps que la haute classe, c'est parce que son robot squelette fonctionne 3 fois plus lentement. Aena pèse 110 kg. La notion de taille a disparu depuis bien longtemps, car cela fait bien longtemps que les hommes ne vivent plus debout. C'est un poids relativement normal pour une femme de 35 ans. Habillée de son robot, elle vit en permanence dans un transporteur. Celui-ci constitue une sorte de deuxième peau qui remplace le système nerveux. Si Aena veut plier le doigt, l'information est captée et analysée par la puce implantée dans son cerveau qui transmet l'information au robot. Et instantanément, le robot qui recouvre toutes les parties du corps sans exception plie le doigt de la femme. Il n'est pas étonnant qu'après des milliers d'années où la pensée du geste supplantait l'action, celle-ci étant réalisée par le robot, le système nerveux se soit affaibli. Ainsi, même si la moelle épinière d'Aena n'est pas sectionnée, ni même touchée, l'effet est le même. L'humanité est réduite à l'état de masse inerte qui pense, mue par le robot. Il n'est pas surprenant en ces conditions que la quasi-totalité de la masse musculaire des hommes est fondue pour laisser place à un être de graisse. La parole, elle aussi, a disparu. Le robot se charge de parler à la place de son propriétaire. Encore une fois, les problèmes d'expression se sont évanouis pour laisser place à un langage lisse et formaté. De plus, tous les robots de la planète ont une voix parfaitement identique. Certains pensent que l'humanité est en marche vers une unification de la pensée. Aena, elle, pense au dîner de ce soir. 3 septembre 25001. Il est 20h30. Le soleil se couche. Aude marche dans le couloir numéro 45, celui qui mène à sa modeste bulle d'habitation. Il est fatigué et affamé. Cependant, un sentiment de lassitude le pousse à s'arrêter. Tout à coup, il est comme aspiré par la vue sans limite que lui procure la façade vitrée. Le nez enfoncé dans la vitre et le front collé,
Il s'empresse de profiter des dernières minutes de visibilité. Une fascination profonde pour le soleil le saisit soudain. Il prend conscience que cet astre de feu est aujourd'hui plus que jamais nécessaire à la survie humaine. Depuis que le robot squelette est implanté dans le corps paralysé des êtres humains, ces derniers peuvent bouger sans l'intervention de forces extérieures. Et croire que l'homme a recouvré ses forces est un leurre. Le robot est toujours présent, ainsi que le capteur minuscule situé sur la main qui capte les rayons solaires et qui permet d'alimenter le robot. Même si une source de lumière minime suffit à recharger la machine et que son autonomie dans un noir complet est d'une semaine, il serait ingrat de ne pas reconnaître la nécessité absolue du soleil. Mais tandis que celui-ci se couche, l'adoration d'Aude se transforme peu à peu en mélancolie. Le vieil homme fixe la boule de feu. Il se sent soudainement terriblement démuni en comprenant que ni lui, ni personne ne pourra jamais retenir le soleil. Alors que l'astre disparaît, Aude est envahi d'une tristesse singulière. Doucement, il commence à pleurer, le soleil, comme un vieil ami qui s'en va. 25 novembre, 26 412. Cela fait maintenant 6 jours que l'éclipse est installée. L'affolement général a maintenant laissé place à une atmosphère de recueillement. Les hommes ont accepté l'idée de la mort. C'est dans cet état d'esprit que Steve attend patiemment face à sa vitre. Il est 23h10 et il est prêt à parier que pas un homme de cette terre ne dort. Tous s'emploient à profiter de leurs dernières minutes de vie, si ce n'est déjà trop tard. Steve, lui, ne fait rien. Le temps est trop précieux pour être perdu à quelque activité qu'il soit. Alors il pense, bientôt il ne ferait plus que ça. Il aurait tout de même bien aimé connaître la raison de cette éclipse, savoir pourquoi elle dure si longtemps. Les scientifiques du monde entier y ont travaillé ces derniers jours, sans le moindre résultat. Mais cela n'a plus d'importance. Il est trop tard. Dans quelques minutes, la partie robotisée de Steve s'arrêtera net. Dans quelques minutes, la batterie de Steve sera épuisée. Il avait songé, du moins, il songe maintenant, à une mort plus digne. Peu importe. Il est 23h12. Steve s'effondre lamentablement sur le sol. Sa mâchoire est fracassée par le choc. Son bras est cassé. Il pense qu'il aurait eu davantage de chance s'il était tombé en arrière. Son enveloppe corporelle aurait été mieux préservée. Mais cela n'a plus d'importance. Tel une larve inerte, il attend sa mort. Il pense que l'homme peut vivre plus d'un jour sans boire ni manger, que le temps va être long. Il pense à la guerre, la maladie et tous ces fléaux qui ne sont plus rien. Il pense à la vitre, face à lui, qui est sale. Il pense à sa mère. Il pense. Il ne fait plus que ça. Bravo Nina et merci pour cette nouvelle. Oui. Ainsi s'achève cette remise de prix. Je vais laisser la parole à Denis qui va conclure. Merci à tous et à l'année prochaine. Un dernier petit mot très rapide pour dire que nous avons oublié un lycée, le lycée Galilée, tout à l'heure, donc voilà, le voilà cité, voilà l'erreur réparée. Et j'espère qu'écouter les nouvelles des lauréats vous donne envie de continuer à participer à ce concours l'année prochaine et puis écrire au-delà du concours pour votre plaisir et pour celui des gens qui vous lisent. Voilà, merci beaucoup. Ah oui, et les enfants qui ont été cités tout à l'heure peuvent venir chercher leurs livres à côté de la scène. Voilà.